que France Info a annoncé ce soir que j'étais renvoyé devant le tribunal correctionnel pour l'affaire qui m'avait été lancée dans les pattes au début de 2020. Alors je rappelle quand même un petit peu quelques éléments d'information parce que c'est quand même extrêmement instructif sur la situation de la France. C'est que j'ai été accusé au mois de février mars 2020 par un puis un deuxième collaborateur de m'être livré sur eux à des agressions sexuelles, harcèlement au travail, etc. Huit plaintes différentes qui avaient été déposées. Ensuite, j'ai été convoqué à la police judiciaire le 5 février 2021, c'est-à-dire à peu près un an après, et d'ailleurs un an avant l'élection présidentielle de 2022. Et j'ai été auditionné par des officiers de police judiciaire pendant 48 heures, avec mise en examen, comme si j'avais été un grand criminel. Et ensuite, d'ailleurs, avec des choses très étonnantes pendant cette audition, puisque à la fin de l'audition, l'un des deux officiers de police judiciaire a indiqué « Mais monsieur Asselineau, il m'a laissé entendre, sous-entendu, il n'y a rien dans votre dossier, mais m'avait-il dit « Pourquoi vous faites de la politique ?» J'avais regardé. Il m'avait dit « Oui, j'ai mes parents, regardez, ils ont votre âge, ils sont à la retraite, ils cultivent leur jardin, ils sont beaucoup plus heureux. » C'est quand même invraisemblable qu'un officier de police judiciaire se permette de me dire ça. C'était sous-entendu « Arrêtez de faire de la politique, vous serez plus emmerdés. » C'est évidemment mal me connaître. Donc j'avais été auditionné par un juge d'instruction qui avait prononcé ma mise en examen. Donc depuis le début de février 2021, le 5 février, et l'instruction, j'ai eu un puis deux juges d'instruction, ce qui est très rare pour ce genre d'affaires. Il n'y a pas de crime qui m'était reproché. J'ai eu droit à donc deux juges d'instruction, dont l'un particulièrement expérimenté, et qui ont clôturé les auditions et l'instruction le 12 décembre 2024, c'est-à-dire pratiquement 4 ans d'instruction, du 5 février 2021 au 12 décembre 2024. Pendant toute cette durée, ils n'ont pas fait que traiter mon dossier, mais ils l'ont quand même particulièrement bien traité parce qu'évidemment, je suis une personne exposée. Pendant cette longue durée, ils m'ont convoqué. Ils ont convoqué les deux accusateurs séparément. Ils ont organisé des confrontations avec mes accusateurs. Ils sont allés fouiller dans tous les détails. Ils sont allés regarder nos échanges de courriels. Ils sont allés regarder les fadettes, c'est-à-dire les échanges d'appels téléphoniques, qui avait appelé qui à quelle heure, etc. Dans quelle proportion. Ils sont allés fouiller dans mon passé. Ils ont d'ailleurs pu découvrir qu'à 65 ans, je n'avais jamais eu de telles accusations de ma vie. Et donc c'est quand même assez étonnant d'avoir ce genre d'accusation brutalement. Ils ont également demandé des expertises psychiatriques, à la fois de mes accusateurs et de moi-même. Et puis, au bout du compte, le 12 décembre 2024, ces juges d'instruction qui sont totalement indépendants de quelque pouvoir que ce soit et qui sont des gens expérimentés, qui ont rencontré les parties prenantes pendant des heures, ont pris une ordonnance de non-lieu sur les 8 chefs d'accusation. C'est-à-dire qu'ils ont estimé que j'étais innocent de tout. J'insiste sur cet aspect des choses. On n'est pas dans un entre-deux. C'est-à-dire que des juges d'instruction qui ont fait leur boulot et très sérieusement leur travail ont fait ça. Sont parvenus à cette conclusion. Entre-temps, d'ailleurs, l'un de mes deux accusateurs, en juin 2023, avait lui-même écrit spontanément. De toute façon, moi, j'ai l'interdiction d'être en contact avec eux, avait spontanément écrit aux deux juges d'instruction, parce que c'est quelqu'un qui, je pense, est quelqu'un qui a une conscience, qui a des scrupules, une conscience morale. Il a écrit pour dire qu'en fait, il retirait sa plainte parce qu'en fait, les accusations qui avaient été portées contre moi lui avaient été vivement suggérées par des officiers de police judiciaire. Et donc, il n'y a donc plus d'accusateur. Et il se trouve par ailleurs que malgré cela, fin 2020, il y avait 15 jours pour faire appel, le parquet a fait appel. Le parquet, c'est ce qui dépend du gouvernement, c'est ce qui dépend du garde des Sceaux. Le parquet a fait appel de la décision des juges d'instruction.
Et donc le parquet a fait appel, et c'est parti pour de nouveau une année. Et c'est arrivé devant la chambre de l'instruction, qui, comme c'était attendu en fait, parce que ça n'est pas sans précédent, mais il est très rare que la chambre de l'instruction s'oppose au parquet. Et donc, la chambre de l'instruction a décidé de me renvoyer devant le tribunal correctionnel. Mais entre-temps, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. C'est que malheureusement, l'un de mes deux accusateurs, celui qui avait maintenu d'ailleurs ces accusations, est décédé dans un accident de voiture le 14 juillet de l'année dernière. Un accident de voiture effroyable, il était avec un... Bon, bref. Donc, ça veut dire que la chambre de l'instruction, qui ne m'a... comment dirais-je, le parquet, qui a fait appel, la chambre de l'instruction, qui a décidé de me renvoyer devant le tribunal correctionnel, ne m'a jamais rencontré. N'a jamais rencontré les accusateurs. Et pour cause, puisqu'il n'y a plus d'accusateurs. Puisque d'une part, l'un est décédé, d'autre part, l'autre, ça fait 3 ans qu'il a retiré sa plainte. 3 ans. 3 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'accusation contre moi émanant d'accusateurs. Les deux juges d'instruction, pendant 4 ans, ont épluché absolument tout ce qu'ils pouvaient éplucher, en remontant, en téléphonant à des collaborateurs que j'avais eus il y a 20 ans, etc. Ils ont examiné l'examen psychiatrique est très intéressant à lire d'ailleurs, qui a dit qu'il n'y avait absolument rien du tout là-dedans. Malgré cela, je suis déféré devant le tribunal correctionnel. Et comme par hasard, c'est la chaîne de télévision, de radio publique, France Info, qui balance cette information. Bien entendu, 1 an avant l'élection présidentielle. Quand vous aurez compris qu'on est à 1 an de l'élection présidentielle, que l'on commence bien sûr à s'intéresser à la collecte des parrainages, tout ceci est cousu de fil blanc. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur ce qui est en train de devenir la France. Parce que pendant que l'on me poursuit dans une espèce de c'est insensé. Je suis poursuivi. Encore une fois, j'insiste, les 2 juges d'instruction ont dit qu'il n'y avait rien, une ordonnance de non-lieu sur les 8 chefs d'accusation, et je n'ai plus d'accusateurs. Malgré cela, le parquet, sous les ordres du gouvernement, veut que je sois poursuivi devant le tribunal correctionnel, bien sûr pour faire des médias, avec des médias qui sont à leurs bottes. Mais au même moment, je rappelle que Mme Ariane de Rothschild, dont le nom est cité 5000 fois dans l'affaire Epstein, n'a toujours pas été auditionnée. Monsieur Jack Lang, lui, bénéficie d'une protection judiciaire décidée par Macron. Je rappelle que l'affaire Epstein est suivie par la police judiciaire en France depuis 2019, depuis 7 ans. Et là, il ne se passe rien. Je rappelle que le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale ont décidé de bloquer les commissions d'enquête sur l'affaire Epstein. Et l'affaire Epstein, là, c'est du sérieux. C'est une affaire internationale, intercontinentale, où il est question de crimes épouvantables. Voilà ce que c'est que la justice en France. Alors ça n'est pas fait pour surprendre ceux qui suivent évidemment la scène politique française. Tout le monde voit bien qu'à partir du moment où vous commencez à vous opposer vraiment au système, vous êtes blacklisté médiatiquement, c'est ce qui m'arrive, ce qui arrive à d'autres, et vous êtes interdit, vous êtes poursuivi en justice, vous n'avez plus le droit de vous exprimer, vous n'avez parfois même plus le droit d'utiliser vos cartes bancaires, vous ne pouvez même plus revenir en France, vous êtes bloqué à l'étranger, et vous avez tous des noms à l'esprit de ce qui arrive en France, qui était autrefois le pays des droits de l'homme prétendu, et qui bientôt ça sera définitivement perdu, avec notamment le bouclier démocratique, vous savez, prévu par le DAS, etc., prévu par l'Union européenne. La loi Retailleau, maintenant, qui est en train d'envisager, si vous voulez, que toute parole porteuse de haine, ça sera l'interdiction. Mais qu'est-ce que c'est qu'une parole porteuse de haine ? Et malheureusement, il est en train de se produire en France ce qui s'est produit en Roumanie, où M. Georgescu, lui, qui est un petit peu mon équivalent, avait été interdit d'antenne, il était donné à 1% dans les sondages. Rappelez-vous, au premier tour de la présidentielle, fin 2024, je crois, M. Georgescu a surpris tout le monde, il a fait 22%. La présidentielle a été arrêtée. Au nom d'ingérences étrangères, l'Union européenne est intervenue pour lutter contre les ingérences étrangères, et Macron aussi. Et M. Georgescu a été barré de l'élection présidentielle. Et encore, je ne cite pas ce qui a pu se passer en Slovaquie, où Robert Fico a échappé à un attentat. Enfin, il a été très grièvement blessé par un attentat.
Je ne parle pas de Nigel Farage qui, au moment où il défendait le Brexit, a fait l'objet de tentatives d'attentat. Un jour, il roulait sur une autoroute avec sa voiture. Il y a 2 des roues de la voiture qui se sont dévissées et qui sont parties dans le décor. Bon, il a failli mourir. Ça n'existe pas, ça, que 2 roues d'une voiture en même temps se dissocient de la voiture. Et puis vous avez vu également Orban qui a fait l'objet d'une propagande absolument inouïe pour être chassé du pouvoir, etc. Alors, chaque cas est différent. Je ne suis pas Orban, je ne suis pas Nigel Farage, je ne suis pas Robert Fico, je ne suis pas Georgescu. Mais enfin, on voit bien quand même qu'un vent mauvais s'est levé en France. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de voir, au fond de vous-même, qu'est-ce que vous voulez laisser à vos enfants. Voilà. Tout est bon pour essayer de torpiller un candidat. Ils ont dû probablement éplucher tous mes comptes. Ils ont dû probablement essayer espérer de voir que je recevais de l'argent de telle ou telle force, les fameuses valises. Bon, ils ont dû mettre Interpol sur le dos. Ils ont dû suivre tout ça. Puis ils n'ont rien trouvé. Donc on m'a balancé une affaire comme celle qui m'a été lancée, qui est particulièrement infecte d'ailleurs, pour laquelle je n'ai plus d'accusateur, mais plus royaliste que le roi. Eh bien voilà, on va me déférer devant le tribunal correctionnel. Voilà. Donc j'ai relativement confiance dans la justice parce que j'ai été totalement blanchi par des professionnels indépendants du gouvernement qui ont fait leur travail, les juges d'instruction. Je suis plus inquiet pour la suite des événements puisqu'évidemment, si on a affaire à des gens qui obéissent au gouvernement, on imagine ce qui peut se produire. Voilà. En tout cas, tenons bon. Ça prouve que la France est en pleine dérive totalitaire, mais ça vous le saviez déjà. Je vous le confirme. D'une certaine façon, c'est quand même un hommage du vice à la vertu qui m'est ainsi attribué. Ça vous prouve mon honnêteté, ça vous prouve ma sincérité, ça vous prouve que je mène un bon combat. C'est-à-dire que je me heurte de front à l'oligarchie et que j'ai fait des vidéos récemment encore, par exemple sur le dessous des cartes sur l'affaire d'Algérie, qui n'a certainement pas dû plaire ici ou là, très probablement. Mais on ne me fera pas taire parce que mon intérêt, c'est de défendre l'intérêt supérieur des Français, l'intérêt supérieur de la France. Et je peux vous dire que si j'arrive à l'Élysée un jour, vous aurez élu quelqu'un qui aura eu beaucoup de souffrances et beaucoup d'attaques. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a le fait d'être systématiquement blacklisté de tous les médias, de voir que France Info, qui a gardé un silence complet sur ma candidature, vient de sortir justement parler de ma candidature en l'amalgamant à cette affaire. Vous comprenez que quand je vois que les sondages systématiquement omettent mon existence, quand je vois que les recours que nous avons faits devant le CSA, devenu l'Arcom, puis les recours contre les réponses de l'Arcom, des recours devant la commission des sondages également, et que ces recours ont été, à chaque fois on s'est fait jeter, quand je me suis porté devant le Conseil d'État ou devant le Conseil constitutionnel, et qu'à chaque fois, j'ai tort, tout le temps, il est évident qu'il s'agit d'une entreprise de démolition psychologique. C'est comme dans une tyrannie dirigée par une mafia, en fait. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais un dernier mot, c'est rendre ici hommage, si vous me le permettez, à ma femme et à mes enfants, parce que ce que l'on me fait est particulièrement dégueulasse. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'espère, comme tous les gens qui me connaissent ici à l'UPR, les gens, mes collaborateurs qui me connaissent depuis 12 ans, qui savent qui je suis, qui savent très bien à quel point les accusations qui ont été lancées contre moi, en fait, sont ignobles, eh bien, je vous remercie tous de me suivre et je vous dis hardi parce qu'on ne tire pas sur une ambulance. Parce que cette affaire-là vient du fait que les services de renseignement du gouvernement, ce qu'on appelait autrefois les renseignements généraux, ils savent que nous sommes présents sur le terrain et ils savent, il suffit de regarder les réseaux sociaux, ils savent que de plus en plus de gens commencent à s'intéresser aux analyses de l'Union populaire républicaine et à ma candidature. Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.